Merci beaucoup. Donc, comme mes deux prédécesseurs l'ont fait, je tiens à mon tour à remercier l'organisation pour cette invitation à venir partager avec vous ce matin mes réflexions sur cette question de la liberté académique. Alors, Lionel Larrey l'a expliqué hier matin dans son propos d'introduction, travailler sur un objet lié aux questions de l'identité aux États-Unis, où l'oppression de groupes colonisés a donné lieu, après des décennies d'un âpre combat intellectuel, à l'émergence d'un champ de recherche n'est pas chose aisée. Tout comme répondre à la question fréquemment posée de la légitimité des chercheurs extérieurs ou éthiques, pour reprendre le terme de l'anthropologie, travaillant sur des objets marqués par de fortes logiques identitaires. Ce questionnement est en effet présent dans le climat particulier et particulièrement crispé des sciences sociales états-uniennes, et dès lors que l'on se penche sur les populations noires du pays. La question de la validité des enseignements ou des travaux produits par des chercheurs exogènes, on va dire blancs, sur un objet présenté comme noir, est par exemple fréquemment posée dans le débat universitaire états-unien, et pas uniquement. Donc pour me situer comme chercheur, comme l'ont fait mes collègues, je travaille en ce moment sur l'histoire politique et juridique des lois racistes aux États-Unis, un sujet qui ne fait pas trop débat, en tout cas dans la recherche états-unienne, mais j'ai longtemps travaillé sur la musique rap aux États-Unis, qui rentre dans le domaine de ce que l'université états-unienne appelle les Black Studies. Alors, ces Black Studies, rapidement, ont décollé vers la fin des années 60. Ma collègue Caroline Roland-Diamond les situe plus ou moins en 68 dans un article qu'elle a publié intitulé Socio-histoire des Black Studies Departments aux États-Unis. Et l'émergence et la multiplication de ces départements de Black Studies résulte d'une démarche de reconnaissance des hommes et femmes noirs dans l'université états-unienne, et s'explique par leur volonté de reprise en main des études sur leurs pratiques à travers une entreprise de décolonisation du savoir. Alors j'utilise ici ce terme de décolonisation ou colonisation en référence à ce terme qui était utilisé par le Parti des Panthères Noires aux États-Unis, qui parlait de colonialisme domestique pour évoquer la situation des hommes et femmes noirs dans le pays à l'époque. Et ce, en reprenant, en s'inspirant d'ailleurs d'un concept élaboré par Fanon, Frantz Fanon. Donc, et d'ailleurs nous pourrons discuter lors du temps d'échange, les prises de position et doutes sur les approches subjectivées et les procès en légitimité faits à certains chercheurs sont clairement liés à l'histoire problématique, ou l'histoire relativement également récente de ces Black Studies aux États-Unis, ou leur création dans un climat ou dans un contexte politique particulier a contribué à leur émergence et aux discussions qui se tenaient à l'époque. Un contexte d'ailleurs, comme le notait le sociologue Loïc Vacan, dans une analyse d'une polémique suscitée par l'ouvrage d'un ouvrage important dans la sociologie américaine, The Declining Significance of Race, qui a donné lieu donc à un débat parmi les sociologues américains, des débats qui, d'après lui, d'après Vacan, relèvent moins de la querelle purement scientifique que d'une lutte symbolique pour protéger le monopole de dire la vérité sur les populations noires aux États-Unis. Donc ces Black Studies furent donc clairement motivés à leur début par une rectification de certaines représentations et interprétations erronées sur les Noirs aux États-Unis et leurs pratiques, notamment celles porteuses d'un discours construit sur des prétendues infériorités génétiques, biologiques et culturelles. Donc leur ambition était donc à la fois politique et scientifique, ce qui, à la lumière de ce qui a été dit hier sur les notions d'engagement et de distanciation, a pu poser problème, puisqu'il s'agissait, pour leurs acteurs, de tenir un équilibre difficile entre les deux, entre engagement et distanciation. Je me suis personnellement penché sur cette question, sur cette tension il y a quelques années, dans un dossier thématique pour une revue de recherche en civilisation des États-Unis, auquel j'ai participé avec des collègues qui travaillent en civilisation des États-Unis. Notre démarche commune dans un numéro qui mettait en lumière les tensions à travers lesquelles race et classe se construisent, à la fois dans l'espace social et théorique, était d'amener la communauté de chercheurs sur des objets, on va dire des objets racialisés,
à reconceptualiser l'analyse de la relation entre race et classe en délaissant tout essentialisme. Donc ma contribution à ce dossier soulevait la question du rapport à l'objet dans les recherches portant sur les Noirs aux États-Unis, et j'ai articulé ma réflexion autour de la tension weberienne dont on a beaucoup parlé hier, entre le savant et le politique, et qui paraissait la mieux à même d'examiner le clivage fort qui existe dans le domaine de la recherche sur les Noirs états-uniens, entre les partisans d'une part d'un discours essentialiste et particulariste sur leurs conditions aux États-Unis, et les tenants d'une approche plus sociologique, plus scientifique. Donc le rapport à l'objet est donc ici particulièrement complexe, puisque ce champ même s'est construit sur une forme d'essentialisme politique, et s'articule sur une typologie fermement établie de musique noire, cinéma noir, littérature noire, folklore noir. Une typologie revendiquée elle-même, voire amplifiée, en particulier dans la musique rap, et j'y reviendrai plus loin, par les auteurs, et qui a imprégné en profondeur les travaux universitaires, et s'est graduellement retrouvé déifié dans le discours journalistique, médiatique et militant, avec une caisse de résonance bien plus importante que ce que l'on peut trouver à nos travaux universitaires, malheureusement. Donc, to be fair, comme on dit en anglais, cette ambition rectificatrice, cette visée corrective, à l'origine des Black Studies, ont toutefois évolué, et elles sont désormais bien moins marquées, radicales, que l'activisme qui les animait à leur début. Même si elles font parfois, il faut le dire, elles ont parfois été diluées avec le passage de Departments of Black Studies, qui sont aujourd'hui devenus uniquement des programmes, dépassés par des problématiques dans les départements pour devenir, j'ai dit, des programmes, et dépassés par des problématiques et des luttes émergentes. Donc leur publication, leur revue englobe désormais des voix et des parcours différents, qui se penchent par exemple davantage sur la complexité du point de vue des Noirs du pays aux États-Unis, avec une perspective d'une part pluridisciplinaire et une approche intersectionnelle, où on travaille sur les Noirs, pas uniquement les hommes noirs, les Black queers et d'autres domaines de recherche. Elle reste néanmoins puissante dans les travaux sur la production culturelle des Noirs aux États-Unis, la production musicale, littéraire, avec la prégnance d'un paradigme essentialiste au sein des rap studies. Cette musique reste principalement envisagée, comme d'autres musiques populaires, comme ontologiquement noire, malgré des similitudes manifestes avec des musiques de tradition européenne. Donc là, je vous renvoie vers un article de Philippe Tag, un article qui a donné lieu à de nombreuses polémiques sur la nécessité d'étiqueter, de donner une étiquette raciale ou essentialiste aux musiques blanches, noires, européennes, africaines ou autres. Donc cette idée de black music, et ça marche aussi pour la littérature, le folklore, soutient néanmoins que leur production déteindrait des qualités évidentes, inhérentes à la couleur de peau de leurs créateurs. Ce qu'ils revendiquent parfois eux-mêmes dans un positionnement identitaire fort. Aussi, un point de vue critique envers cette approche majoritaire, qui réifie le rap comme une expression purement et authentiquement noire, s'impose, à mon sens, en prenant soin de recontextualiser le cadre de réflexion dominant. Bon, une grande partie de ma recherche sur ce sujet a donc consisté à examiner certaines interprétations réductrices inhérentes à cette pensée essentialiste et à mettre en lumière les indéterminations qu'elle suscite régulièrement dans les travaux sur cette musique. Donc l'adhésion stricte à cette approche a néanmoins été difficile et graduelle, tant l'essentialisation du rap comme musique noire, alors qu'elle est selon moi vécue comme noire ou experienced as black, a imprégné et imprègne encore en profondeur les études sur la production culturelle des Noirs états-uniens, et où cette musique est unanimement envisagée comme, en anglais dans le texte, je cite, a black cultural expression that prioritizes black voices from the margins of urban America. Donc c'est une musique, une expression culturelle noire qui émane en priorité des voix noires des marges de l'Amérique urbaine. Donc c'est une citation de Tricia Rose qui a écrit un des ouvrages de référencement dont on entend dans les rap studies qui s'appelle Black Noise. Donc on voit Black Noise, les sensibilisations du bruit et de cette musique. Donc j'ai donc personnellement tenté de m'en éloigner et de nuancer les interprétations restrictives qui caractérisent de nombreux travaux partisans et autres ouvrages universitaires à vocation militante,
Surtout dans cette musique qui reste une musique assez jeune, la plupart des travaux au départ étaient des histoires orales où il y avait des enjeux de légitimation de cette nouvelle forme musicale qui se situait après des formes comme le jazz ou le blues qui étaient rentrés dans des formes qui avaient été récupérées par une industrie musicale qui les avait élevés, notamment le jazz, au rang de musique artistique ou de rang d'art. Donc, et ce, je l'ai dit, en proposant une approche explicative dégagée, on l'a dit, d'enjeux idéologiques, on a parlé d'idéologie hier, ou d'enjeux partisans, ou pour reprendre les éléments de langage d'hier matin, en essayant de m'appuyer sur des méthodes d'objectivation éprouvées. Je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé, hein, l'analyse de la place des personnes interrogées dans les champs, etc. Dès lors que l'on se... quel crédit donne-t-on aux personnes qu'on interviewe et avec qui on a des entretiens, et où se situe-t-il ou elle dans le champ de production de cette musique? Quels sont les enjeux autour de leur discours et de leur prise de parole? Donc en faisant preuve d'une plus grande précaution envers les a priori idéologiques des tenants de ce que le sociologue Wilson, dont je parlais plus tôt, appelle « the black perspective », d'un pan de l'université américaine, qu'il assigne à des chercheurs qui expriment, en ces termes, je reprends ces termes, un certain chauvinisme racial dans leurs travaux. Et donc qui décident de la légitimité d'écrire sur les Noirs, et pour lesquels une simple remise en question de leur essentialisme représente soit un acte de désolidarisation raciale, je savais que j'allais trébucher là-dessus, soit l'adhésion manifeste à un discours d'oppression, soit l'un, soit l'autre. Donc, mon positionnement, donc, à contre-courant de cette black perspective, a consisté à éviter, je l'ai dit, les erreurs, les indéterminations attribuées par Wilson aux tenants de ce discours, un discours partisan, militant, afin de tenter de rétablir tout un ensemble de facteurs importants dans les études sur la musique rap, omis ou minorés par ses auteurs, dans une logique de légitimation artistique de cette musique. Donc ce travail m'a conduit à mettre en lumière des caractéristiques de cette musique qui étaient généralement occultées par de multiples récits légitimateurs teintés de fierté raciale. J'en ai par exemple fait état dans 2 articles, intitulés le premier « La musique rap comme forme de résistance », point d'interrogation, et un autre intitulé « La résonance du discours politique dans le rap US ». Dans ces 2 articles, je tente de démontrer comment certains chercheurs continuent à se limiter à l'engagement politique de certains textes de rap largement minoritaires, et ce, mis en lumière objectivement à partir d'une analyse de données des textes et des paroles sur le plan numérique, en les présentant comme représentatifs de l'expression rap dans son ensemble. Donc le rap, clairement, c'est une musique contestataire, point barre. Et en évoquant sobrement des thèmes moins légitimants, comme la glorification du monde du crime. Et quand on écoute du rap, clairement, on peut se poser la question de quel est le plus important dans les deux. Donc la hiérarchisation un petit peu plus tôt, et la sélection thématique effectuée par ces auteurs, donc comment on peut la retrouver même dans un seul champ disciplinaire et lorsque l'on se penche sur un seul et même objet d'étude. Donc par ces auteurs qui font délibérément abstraction d'éléments importants, manifestes mais ignorés, posent la question de la pertinence de leurs travaux et de leur argumentation. D'où la nécessité, lorsqu'on travaille sur ce type d'objet, en tout cas dans ce domaine de recherche, d'une entreprise de recontextualisation, entreprise qui nécessite, à mon sens, un travail de dé-essentialisation d'une grande partie de la littérature existante, en tout cas sur le rap, en la soumettant à un prisme sociologique, anthropologique, épistémologique, et à une rectification de la myopie analytique qui traverse certaines analyses. Donc cette déconstruction de la pensée dominante sur cet objet, cette pensée essentialiste, raciale, qui déforme l'analyse, permet à mon sens d'appréhender cette musique et ses caractéristiques comme le produit de réalités socio-historiques et de relations raciales complexes, et pas uniquement comme la dernière expression d'une culture noire aux contours problématiques. Aux contours aussi problématiques, on l'a vu, que d'essayer de définir la littérature française, littérature monde, ou de mettre d'autres étiquettes sur des formes d'expression culturelle. Alors bon, attention, mon objectif n'était pas, dans ce bref exposé, de renier la présence de traits et de caractéristiques dans les pratiques socioculturelles des Noirs des États-Unis. Ni de cesser, ou en tout cas ni de récuser les observations, souvent très pertinentes d'ailleurs, d'auteurs qui se sont penchés sur les
régularité esthétique, thématique de cette musique. Il me semble toutefois important de mettre en relief les extrapolations auxquelles le rap et d'autres musiques, peut-être qu'on pourra en discuter, ont donné lieu chez de nombreux chercheurs dont le chauvinisme ou la sympathie raciale se sont substitués à la scientificité. Alors bien loin de moi de rejeter l'idée d'une longue histoire de divisions raciales, géographiques et spatiales, et ce que ces divisions ont eu comme effet en confinant des dynamiques créatives particulières au sein de populations noires, ça, on est d'accord là-dessus. En revanche, j'affirme dans mon travail, et comme d'autres chercheurs avant moi, que cette musique rap ne peut néanmoins être présentée comme une musique aux propriétés exclusivement noires. Une prise de position problématique pour certains, je l'ai dit, surtout lorsque l'on propose un discours scientifique dans des lieux de militantisme parfois, où on peut être invité à discuter de cette musique, où les attentes ne sont pas nécessairement celles que l'on peut arriver lorsqu'on arrive avec un discours savant, s'appuyant sur des méthodes d'objectivation construite. Mais je pense que j'arrive au terme de ma présentation. J'ai tenu les 15 minutes qui m'étaient imparties. Et comme ça va nous laisser un peu plus de temps peut-être pour discuter de ces 3 communications et donner peut-être lieu à des discussions passionnantes. Je vous remercie.